Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur Sartorius en date d'aujourd'hui. Donc, je vais commenter cet article-ci. On va faire on va faire également ici une analyse quantitative assez rapide de la compagnie. Donc, je rappelle que ceci était les résultats en question, c'est juste un avertissement sur les résultats qui seront publiés le 19 octobre. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire que ça enlève quoi que ce soit dessus. Hein. D'accord? On vous prépare déjà à des mauvaises nouvelles. Et Sartorius, en tout cas, depuis la fin de la pandémie ici, ou bien le ralentissement, vous avez vu que les résultats sont de moins en moins intéressants. Elle a fait beaucoup d'argent pendant cette période-là, donc on arrive à une certaine normalisation. Et c'est également une compagnie qui s'est changée à des niveaux de multiples assez élevés. Donc, rien d'étonnant. Maintenant, avant d'arriver sur Sartorius Stedim, je précise, parce qu'il y a Sartorius AG et Sartorius Stedim. Donc, si vous avez du Sartorius AG, en réalité, vous avez une partie déjà de Sartorius Stedim. OK? Donc, c'est une filiale. Alors, avant d'arriver sur Sartorius, je vais prendre quelques minutes déjà pour répondre à une question. D'accord? Et c'est une question qui m'a... C'est une observation sur la vidéo qu'on a fait sur Publicis. OK? Donc, la vidéo sur Publicis, on a JC, que je salue. Je reconnais chaque fois son logo comment on appelle encore ça encore? C'est le lapin rose ou un truc comme ça? J'ai oublié à quoi ça ressemblait encore. Bref, on va parler ici. Il a fait une observation ici, donc je pense qu'il est préférable que je réponde ici directement. Parce que parfois, quand je réponds aux questions, je ne vois pas si vous répondez derrière encore. Donc, si je réponds à cette question et que vous répondez derrière, après ma réponse, je ne reçois pas son notification. Donc, c'est très souvent ici, quand je mets un commentaire, c'est très rare que je revienne ici parce que je ne reçois pas de notification de la part de Google. OK? So, qu'est-ce qu'il dit? Sur la vidéo concernant Publicis, il dit ceci. Attention, parce que là, les EPS ne sont pas les mêmes sur tous les sites. Et ça ne m'étonne pas en fait. Tous les sites ne peuvent pas avoir le même EPS. Il y aura une marge d'erreur généralement, mais qui ne peut pas excéder, qui ne va pas excéder ici 10 à 5% par là. OK? Et encore, dans les EPS, ça dépend de quel type de EPS on a pris ici. Tu vas voir que ce que tu as dit est vrai, mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris sur Fastgraph les bénéfices nets ajustés. Donc, sur Zone Bourse ou Stratosphère, donc qui sont des plateformes également comme Zone Bourse, j'avais l'habitude d'utiliser Stratosphère avant, Stratosphère.io, je pense que c'est ça. Donc, l'EPS 2022 est de 4,82, d'où un PER de 14. OK, l'EPS 2022. Et on parle ici de Publicis. Donc, je prends Publicis. On va aller regarder EPS 2022. Donc, quand on prend Publicis ici, on va regarder les bénéfices nets dilués 2022, 4,82. Tu retrouves le même chiffre, n'est-ce pas? Et tu as vu ici que j'ai sélectionné quoi? Le dilué. OK. Maintenant, on revient ici. Et d'où le 14, tout ça fait normal. Donc, on pourrait le voir, on peut le voir ici. Ouais, c'est pas très loin du 14 ici. OK, donc ça arrondit ici à 14. Donc, on revient sur la question. D'où le PER de 14. Donc, ici, c'est 6,35 qui est pris, d'où le PER de 10,92. Donc, sur la vidéo, c'est 6,35. Donc, quand on revient sur la vidéo en question concernait Publicis. Et sur Publicis, j'avais pris les bénéfices nets ajustés. D'accord? Et on revient ici à 6,35. OK? Donc 2022. J'ai pris les bénéfices nets ajustés. Mais ajustés de quoi? C'est la bonne question. En fait, quand tu prends les bénéfices nets ajustés, ça prend en considération des éléments qui ne sont pas censés être récurrents, comme par exemple les charges liées à une réévaluation ici des actifs intangibles, comme par exemple ici les charges liées par exemple ici à la restructuration par exemple. D'accord? Donc, si on enlève ces éléments, on se dit que ok, ce sont des éléments exceptionnels qui ne devraient normalement pas se retrouver, qui ne devraient normalement pas nous impacter. Au cas où on n'avait pas eu cet impact-là, voilà à quoi auraient ressemblé nos bénéfices nets. D'accord? Donc, ajuster, généralement, se rapproche très souvent du free cash flow. OK?
Donc, c'est pour ça que j'ai pris le ajuster sur toutes mes vidéos. Je prends toujours ajuster. Sinon, il faut normaliser, etc. Parce que tu vas voir qu'avec le dilué, il peut avoir, si j'ai pris une charge exceptionnelle ici, je vais avoir tendance à avoir une mauvaise information. D'accord? Ce sont des choses que tu peux également voir quand tu vas directement sur les comptes consolidés. Et si tu retraites les comptes, en fait. Parce que parfois, il faut les retraiter. Même pas parfois, il faut toujours les retraiter ici. D'accord? So, on revient ici. Donc, juste pour terminer. Donc, 6.35 aussi, dans le communiqué, donc ici, sur le communiqué de publicité, c'est aussi 6.35, donc c'est ajusté. Mais le dilué, c'est à 4.422. Donc, ça, c'est l'information. Ce sont les bénéfices nets non ajustés. Donc, ça prend en considération les charges exceptionnelles tantôt. OK? Donc, il faut voir à peu près la différence entre les deux. Retraite les comptes, tu vas voir que tu vas retrouver plus ou moins le 6.35. D'accord? Donc, le data provider de Zone Bourse, et je pense que c'est le même que sur Fastgraph. C'est Capital IQ. Donc, c'est vraiment du très sérieux. Ou bien ça peut également être Thomson Reuters. Donc, je pense que c'est ça. Bref, c'est Capital IQ ici. Donc, les datas sont bonnes et c'est directement pris à la source. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui envoient ces informations-là. Donc, il est très rare d'avoir des erreurs. D'accord? Tu sais que l'erreur ici, il faut faire très attention. Donc, mais bref, si on prend 6.35 et 7.4 en 2025, donc par rapport à l'estimation des analystes ici, 7.4 en 2025, on revient sur sa question ici. Je pense qu'il faut faire le calcul avec un PER de 11 et non de 14 ou 15 qui correspond plutôt à un EPS de 4.422. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris un PER de 15, c'est ceci. Tu vas souvent remarquer que, comme je dis toujours, le PER, c'est une question, si tu renverses l'équation, ça te donne un rendement. Aujourd'hui, si tu prends un PR de 11 et que je dis, OK, c'est un PS normalisé, est-ce que tu penses réellement que cette compagnie-ci devrait s'échanger pendant très très longtemps avec un rendement de 9%? C'est presque comme si c'était une compagnie cyclique. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? La raison pour laquelle elle est sous-évaluée depuis très longtemps, c'est parce que avec l'émergence ici de la publicité en ligne, les opérateurs de marché avaient peur que ce type de business, ça allait impacter négativement le business de Publicis, WPP et Omnicom IPG. Or, pour le moment, on voit que les deux arrivent à cohabiter. D'accord? Ça offre même des opportunités supplémentaires. Donc, ces entreprises arrivent à se maintenir. Et si elles sont en difficulté, elles vont avoir tendance à faire elles vont avoir tendance ici à fusionner. Et je pense ici que je pense qu'Omnicom devait fusionner avec Publicis il y a très longtemps, mais ça n'a pas marché. Je pense même qu'il avait même annoncé, mais ça n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. So, tu vas donc voir ici que prendre un PR de 11 pour cette compagnie-ci, franchement, c'est sous-payé. Et encore, quand bien même tu prendrais un PR de 11, réfléchis, et que tu le réfléchis en termes de rendement, d'accord? Si on le met à 7.4, ça veut dire ici que c'est du 10% par là. D'accord? Tu peux te dire que l'entreprise est correctement évaluée, il n'y a pas d'opportunité, mais c'est quand même 10%. 10. C'est rachète les actions, elle paie un dividende, si elle te reverse la totalité en dividende, tu as 10%. Si elle rachète des actions, tu as 10%, elle peut racheter 10% de son actionnariat à cette période-là. Donc, tu vois, c'est comme ça que moi je prends 15 ici, franchement, c'est la norme. Et quand tu regardes bien, c'est quelque chose qui a eu tendance, c'est une entreprise qui a eu tendance à s'échanger aux alentours de 15 et 17 fois les bénéfices par le passé. Donc, le 11 ici, c'est uniquement sur les dernières années. Mais je pense que la tendance commence à changer. OK? Donc, après, tu te sens toi libre d'utiliser le multiple qui te semble correct. C'est pour ça que quand je regarde les choses, j'aime bien les regarder sur une longue période de temps. Et encore, je sais qu'un marché, une entreprise à moins de 15 fois les bénéfices, les seules entreprises que je pourrais payer à ces niveaux-là, ce sont peut-être des entités ce sont peut-être des compagnies bancaires à 10 fois les bénéfices par là. OK? Tout simplement parce que il y a ce risque de crédit, il y a toujours ces incertitudes, etc. OK? Et encore même parfois, voilà, ça ne se vérifie pas pendant très, 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 très longtemps. OK? Donc, qu'est-ce que les banques font généralement? Elles vont racheter des actions, elles vont distribuer un dividende. C'est pour ça qu'elles ont souvent énormément de dividendes. Le rendement est souvent élevé sur les bancaires ici parce qu'elles s'échangent à des niveaux de multiples très bas. OK? Donc, ici, je ne peux pas prendre 11 fois les bénéfices réellement. D'accord? Et quand bien même je prendrais 11 fois les bénéfices, ça ne me dérangerait pas parce que ça représente toujours un rendement de 10%. Donc, à toi de voir. OK? Mais il y a de grandes chances que cette compagnie-ci revienne aux alentours de 15 fois les bénéfices. Si elle continue à être aussi bien gérée. OK? Donc, comme je mentionnais tantôt, il faut que le management profite donc et rachète les actions. D'accord?
Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question ici. Donc, bénéfice net ajusté, tu verras peut-être, quand tu regardes les rapports financiers de cette compagnie-ci, au niveau des revenus ici, excusez-moi de prendre autant de temps pour expliquer cette chose-là, mais je pense que vous allez, très souvent, quand les gens regardent ces vidéos-ci, ils vont aller vérifier, mais pourquoi il a pris ça? Pourquoi est-ce que ça ne correspond pas? Peut-être que ces datas sont mauvaises. Donc, je vous explique aujourd'hui pourquoi. OK? Donc, tu vas voir, et ça s'arrête en 2022, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu vas voir ici qu'en termes de bénéfices nets, avant d'avoir les net income, qu'est-ce qui impacte négativement les net income? Tu vas voir ici qu'on aura des éléments comme les taxes. C'est normal. OK? Pas de souci par rapport à ça. Mais tu vas voir, par exemple, les charges liées à la restructuration. Tu vas également voir ici les impairments. OK? Donc, si on prend ça ici, inusual, donc dépenses non usuelles ici, donc non récurrentes normalement, on est à peu près à 200 millions cette année. Mais il faut également faire attention parce qu'elle a tendance à avoir des dépenses non récurrentes. Tu peux regarder bien ici. Donc, c'est également quelque chose à prendre avec des pincettes. Mais quand tu compares avec les free cash flow, tu vas voir ici qu'on a tendance à se rapprocher du fameux 6 euros par là. OK? Donc, je suis parfaitement d'accord avec ton raisonnement. D'accord? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc, mais libre à toi de prendre ce qui t'arrange. D'accord? On ne prend juste pas les datas juste parce qu'ils sont élevés. On ne prend pas ce qu'on préfère. Tu vois ce que je veux dire? Je prends les bénéfices nets ajustés ici parce que je pense que ça représente la véritable rentabilité de ce business-ci. Mais si tu prends carrément les free cash flow et que tu décides de patienter un tout petit peu, tu es également libre de le faire. Et je pense que les free cash flow ici peuvent représenter également, et je pense qu'ils représentent également la véritable rentabilité de ce business-ci. D'accord? Donc, les deux vont dans le même sens, en fait, que les bénéfices nets ajustés et les free cash flow. Et tu vas voir ici que les free cash flow, quand tu prends les bénéfices nets ajustés ici, tu auras un chiffre moins élevé que les free cash flow. D'accord? Donc, j'ai même été moins 10 ans à ce niveau-là. Donc, ça reste à peu près la même chose. Donc, que ce soit 11 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, que si ça 11 fois les bénéfices, techniquement, avec le résultat en question, tu ne surpayes pas. OK? Donc, on va revenir donc à Sartorius Stedim. Donc, je vais commenter cet article rapidement. Donc, on dit ceci. Le titre Sartorius Stedim Biotech accuse vendredi le plus fort recul du SBF 120 alors que le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a abaissé ses objectifs 2023 pour la deuxième fois cette année et annoncé le réexamen de ses objectifs 2025 en raison notamment d'un net affaiblissement de la demande liée à la fin de la pandémie. Bon, avant la pandémie, c'était déjà une entreprise qui se comportait bien. Pendant la pandémie, elle a gagné énormément d'argent. Après la pandémie, il y aura certainement un ralentissement parce que certains de ses clients ont commandé énormément de stock. Donc, en attendant que tout ça s'épuise, on va avoir tendance à ralentir. Et ce n'est pas plus grave que ça. Donc, 2025, ça vous fait peur, mais commencez donc à vous intéresser à cette compagnie-ci. C'est une belle entreprise. Là, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. C'est une belle entité. Regardez la taille du marché. C'est pas comme si la croissance va s'arrêter pour les 10 prochaines années. Non. Il y a de grandes chances que cette compagnie continue à croître pour les années à venir. Je tiens également à mentionner que j'ai fait une vidéo sur Thermador. Et sur Thermador, quand je faisais la vidéo, on était à quoi? Moins 6%. Aujourd'hui, on a fait quoi? Moins 13, moins 11. Je rappelle que mon avis sur Thermador ne change pas. Quantitativement, ça reste une entreprise très intéressante qui a la capacité de souffrir. Point. OK? Donc, si on fait moins 11 aujourd'hui, moins 10, etc., c'est même une bonne chose. OK? Donc, le prix ne sera que meilleur. OK? Il n'est pas juste meilleur parce que, voilà, parce qu'on l'a décidé comme ça, mais essayez de regarder à peu près d'où est-ce que cette compagnie vient. Qui sont les clients, quel est le marché final ici? Et posez-vous la question si ce marché-là va disparaître ou bien il sera en croissance demain. OK? Dans ce genre de business, le ralentissement est normal. Et c'est en période de ralentissement qu'on fait les bonnes affaires. OK? Maintenant, quand on vous dit, je ne sais pas jusqu'à quel niveau le prix va continuer à baisser, mais je tiens à vous dire ici que ça reste une entreprise très, très intéressante. Et vous avez vu ici que pendant que je faisais l'analyse ici, j'étais très optimiste sur cette compagnie. Enfin, quantitativement, c'est très beau. C'est le genre d'entreprise que je recherche. Donc, à l'œil, c'est exactement ça que j'aimerais avoir en portefeuille. Maintenant, on va lire les rapports financiers, comprendre à peu près comment est-ce que le business est fait, qui sont les compétiteurs, etc. Comment est-ce qu'elle peut se protéger de la compétition ici et quel est même son avantage concurrentiel par rapport à ses compétiteurs si elle en a. OK? Donc, pour revenir ici sur Sartorius, on dit que les objectifs de 2025 seront réexaminés. Donc, le marché n'aime pas ça. OK? Donc, vers 12h10, l'action chutait de 15%, etc. Ça, c'est pas intéressant. Donc, le groupe revoit une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de 2023 alors qu'elles étaient déjà basses.
donc un nom commente Odo BHF, qui a réduit son objectif de cours sur le titre à 206 € au lieu de 280 € auparavant et a maintenu sa recommandation neutre. Et je continue à penser que même à ce niveau-là, c'est assez élevé. D'accord? Donc le groupe dirigé par René Faber anticipe pour 2023 une baisse de son chiffre d'affaires de près de 19%. Il tablait auparavant sur une baisse de son chiffre d'affaires d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines, donc 10 et 15% par là. Donc Sartorius Biotech, Sartorius Stedim Biotech prévoit maintenant une marge d'excédent brut d'exploitation courant légèrement supérieure à 28% cette année, dont le groupe visait jusque-là une marge de 30% contre 35% lors des exercices précédents. Sartorius Stedim Biotech a également annoncé réexaminer ses perspectives pour 2025. Une mise à jour sera fournie en janvier 2024 à l'occasion de la publication de ses résultats 2023. Donc, est-ce qu'on pourra faire confiance à cette mise à jour-là, sachant que 2022 ici sont loupés 2 fois? Donc, j'aime bien. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est la première fois que le management a à faire ce genre de prévision-là? Il faut déjà juger l'historique, même en termes d'annonces, de perspectives ici. En termes d'annonce ici du management, bon, par rapport à ce qu'ils ont eu tendance ici à annoncer par le passé. Donc, on dit ceci. En janvier dernier, Sartorius Stedim avait annoncé à prévoir en 2025 un chiffre d'affaires de 4,4 milliards et une marge EBITDA ici courante de supérieure à 35%. Ces incertitudes sur le nouveau objectif vont peser sur le titre jusqu'à leur annonce en janvier 2024, souligne Stéphanie Brunel. Et comme je dis, annoncer en 2024, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont le réaliser. Donc, ce que vous devez regarder ici, ce n'est pas trop l'annonce de 2024, attendre cette période. Non, c'est essayer déjà de regarder la taille du marché, qu'est-ce qu'elle fait précisément et quelles sont les entreprises, quelles sont les marges bénéficiaires pour les business qui exercent dans ce secteur d'activité-là. D'accord? C'est ça que vous devez aller regarder. Donc, pour autant, la professionnelle reste convaincue de la qualité associée et des perspectives à moyen terme. Son positionnement produit reste incontournable. J'aime bien ces termes-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose ici d'exceptionnel. Donc, en termes de produits. Et il me semble également qu'elle avait fait l'acquisition d'une entité ici qui ne gagnait pas beaucoup d'argent, à savoir Polyplus, et le marché n'est pas trop apprécié. Ça, donc, c'est mauvaise nouvelle. Alors, en termes ici d'éléments, en termes d'évaluation quantitative ici, donc on reprend du Sartorius, c'est ticker symbole, c'est DIM. OK. Donc, Sartorius Stedim. Vous remarquez déjà ici, et on va revenir sur la question de JC tantôt. JC, tu verras que si je les prends en dilué, je serai à peu près à 4,77 € d'ici 2023. Si je les prends en ajusté, on sera à 5,54 €. Si on prend les free cash flow, eux, sont impactés généralement ici par la dépense en capital de croissance. D'accord? Et il faut faire attention. Donc, normalement, les free cash flow devraient être proches ici des bénéfices nets ajustés. Donc, si tu prends les free cash flow ici, tu vas voir qu'on est à 5,30 ici. D'accord? Attendu, ajusté, bien sûr. Enfin, pas ajusté, mais attendu en 2023. Comparé au bénéfice net ajusté, tu vois que au bénéfice net dilué, tu vois qu'on est à 4,77. Et si on les prend au bénéfice net ajusté, on se retrouve à peu près dans cette zone-là. Sinon, un tout petit peu légèrement plus. OK? Donc, je préfère prendre les bénéfices net ajustés ici pour cette compagnie ici. OK? Donc, on voit ceci. Nous avons une entité qui avait l'habitude ici de s'échanger à un moment donné à 80 fois les bénéfices. Donc, on va dire que l'entreprise ne fait que baisser, etc. Mais c'est un peu normal, non? Vous ne pensez pas? On n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix, même si c'est une belle entreprise. OK? Le prix est important. Et vous remarquez ici que cette compagnie, ça reste une compagnie en croissance. Donc, quand vous allez l'acheter ici aujourd'hui, il y a de grandes chances, entre 20 et 25 fois les bénéfices, c'est possible. En date d'aujourd'hui, vu le ralentissement, etc., le news flow négatif, bon, on va se limiter à 20 fois. OK? Mais il ne sera pas étonnant de voir du 25 fois les bénéfices, surtout parce que la croissance pourrait continuer dans le futur. OK? Donc, ici, quand on regarde en termes de revenus, on est au-dessus de 10 fois de 10% par là, au-delà de cette période-là. En tout cas, je n'ai pas Yahoo Finance ici pour aller voir à peu près quelle est l'estimation des analyses par rapport à la croissance sur les années à venir, etc. Mais c'est une entité qui va connaître à peu près une période assez difficile. Et encore, ces résultats-ci peuvent changer. Donc, si on regarde ici le forecast, il y a 6 mois, par rapport aux estimations de 2024, on était à 10,10 €. Aujourd'hui, on est à 10,10 €. Par rapport à 2025, on était à 11,50 €. On est toujours à 11,50 €. Mais ça va peut-être changer ici, vu que la publication a été faite, je pense, hier soir, un truc comme ça. Donc,
peut-être dans les jours à venir, les analystes vont réajuster leur target ici. Et nous également, on aura tendance à revenir dessus. De toute façon, d'ici le 19, ce qui est sûr, quand elle publiera les résultats définitifs en question, on aura tendance à avoir déjà les bonnes informations. Et si on regarde ici dans l'ensemble, on va se dire ceci. C'est un business aujourd'hui qu'on ne paiera pas à plus de 25 fois les bénéfices. D'accord? Aujourd'hui, on va même dire 20 fois les bénéfices. OK? Donc, à 20 fois les bénéfices, je ne paye pas plus que je ne paye pas plus que 166 dollars l'action, 166 euros l'action. OK? Si je prends en considération la dette, et encore la dette ici, est-ce qu'elle est gérable? Je rappelle qu'elle a fait une acquisition dernièrement. Donc, est-ce qu'elle a fait l'acquisition ici? Est-ce qu'elle va émettre de la dette? Est-ce qu'elle va émettre de nouvelles actions? Il faut aller vérifier ça. On a 13,55 € par action ici. Donc, à moins 166 ici, on arrive à quelque chose comme 53 par là. 153 euros. OK? 153 euros. Pour le moment, on est à 231. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un peu moins que ça. Hein. Après la baisse, ça fait quoi? 193. Donc, moi, comme je l'ai dit ici, le premier niveau de réflexion, déjà, ce serait d'arriver aux alentours ici de c'est bien ça, c'est 166 euros. OK? Si on enlève moins 153, disons même 150 par là, 150, 160, bref, dans cette zone-là. OK? Donc aujourd'hui, c'est toujours pas intéressant selon moi. OK? Et ça, c'est à 20 fois les bénéfices. Je pourrais également prendre 25 fois les bénéfices. Et comme je dis toujours ici, je ne prends pas juste 25 fois pour prendre 25 fois, c'est uniquement parce que cette compagnie-ci pourrait connaître une croissance de moins 10% en moyenne sur les années à venir, en termes de bénéfices nets, au moins sur les 5 prochaines années, au-delà de 2025. C'est possible. Vu la taille du marché, il me semble que j'ai déjà eu à lire par le passé sur cette compagnie-là. OK? Donc, ça ne serait pas étonnant. Surtout si les taux d'intérêt diminuent, qu'on la retrouve à ces niveaux-là. Donc, si on la met à 25 fois, on sera à peu près max 208. Moi, la dette nette, ça fait à peu près quelque chose comme 195. OK? Donc, dans tous les cas de figure, c'est toujours moins que c'est toujours un prix qui n'est pas intéressant selon nous. Donc, au prix actuel, c'est toujours pas intéressant. Si on voit également ceci, si on réfléchit en termes de rendement, vous savez qu'on aime bien acheter des compagnies pareilles à un prix qui n'implique pas la croissance, d'accord? Également ici, à 8% de rendement. Donc, 8% de rendement, moi, j'aimerais bien l'avoir aux alentours de 104 euros par là. OK? Mais à partir de 150, pourquoi pas commencer à réfléchir? OK? 104 euros, enfin, ou bien une centaine d'euros ici, ça pourrait être un bon prix. D'accord? Un prix très intéressant par rapport à ce qu'on recherche généralement. Et encore ça, avec ça, vous avez également de la croissance derrière, au-delà de 2025. Donc, ce sera vraiment une compagnie qu'on peut accepter, acheter à des niveaux de valorisation un peu plus élevés, plutôt que le fameux 8% en question, tout simplement parce qu'il pourra avoir un volume de croissance assez élevé. Mais ça, c'est à votre discrétion. Je sais souvent ici qu'à chaque fois, les gens recherchent uniquement « ça vaut combien? Est-ce qu'il faut acheter ?» Non. Réfléchissez en termes de rendement. Je paye 231 euros ou bien 200 euros aujourd'hui pour quelque chose qui pourrait me rapporter 8,32 euros d'ici 2025. Est-ce que je n'ai pas une meilleure opportunité pour une entité à peu près similaire? Même si elle a eu tendance à croître par le passé, etc. Ça reste une belle entreprise ici. Mais voilà, sur la période actuelle, ce n'est vraiment pas étonnant que le prix baisse. Parce que les multiples de valorisation sont tout simplement élevés. Et comme je dis toujours ici, une compagnie de croissance, il suffit juste d'un petit ralentissement et vous allez voir ce genre de choses-là. OK? C'est une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Mais le prix n'est toujours pas intéressant selon nous. Là, il y a des entités ici qui attendent 200 euros par là. 200 euros, c'est peut-être le niveau 1. Et idéalement, comme j'ai dit, une 160, 150 par là également. Et sinon, le deal, pour moi, ça sera aux alentours d'une centaine d'euros. Bon, je ne sais pas si ça va arriver à 100 euros. D'accord? Mais avant les 160, ça ne m'intéresse pas. Ça a une très belle entreprise. Très, très belle entreprise. D'accord? Donc, si on vous met déjà le news flow négatif par rapport aux estimations de 2025, ici, vous voyez que le marché n'aime pas trop ça. Et donc, il va y avoir tendance à punir cette compagnie assez violemment. Le prix n'a pas encore changé ici parce que il y a souvent un retard ici de 24 à 48 heures par là, mais ça ne change pas grand-chose.
OK? Donc, je rappelle qu'en lien dans la description, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter qui est gratuite. Sur le premier commentaire épinglé, vous avez le lien vers le service Top Note d'analyse où on partage vraiment les données d'analyse sur les entreprises qui nous intéressent. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls, je vous présente l'entreprise en question. D'accord? Je l'ai mentionné précédemment sur les différentes vidéos. Donc, je rappelle que le 50% discount se termine aujourd'hui. OK? Il reste à peu près 18 heures. D'accord? Donc, ce soir, ça sera terminé. Donc, ceux qui voudront l'avoir après, le prix sera complètement différent par rapport à ce que vous avez ici aujourd'hui. Vous pouvez également choisir de l'avoir avec ou sans formation. Sans formation, c'est ce prix à l'année. Avec, c'est ce prix-ci à l'année. OK? Mais vous avez accès aux formations ici à l'année, d'accord? Donc, pas à l'année, mais on va se dire ici à vie. On va le dire comme ça. Je n'aime pas utiliser le terme à vie ici, mais pour une longue durée. Ça vous appartient. D'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. OK? So, pour Sartorius Tedim, quand les résultats seront disponibles, lisez les rapports financiers, écoutez le conference call. OK, qu'est-ce que le management aura dit pour se défendre? Surtout questionner à peu près, je pense qu'il y a beaucoup de stocks présentement. Les stocks ne sont pas... L'écoulement des stocks est très lent au niveau des clients finaux. D'accord? Je rappelle ici que pendant la pandémie, on avait d'assez bonnes nouvelles. Et certains clients ont commandé énormément de produits. Et ce sont des produits généralement qu'on utilise une fois. Ce sont des consommables. Il va falloir les remplacer tôt ou tard. OK? Donc, c'est pour ça que j'aime bien Sartorius Tedim. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Sartorius Tedim, on va l'attendre aux alentours de 160 € par là. 200 € déjà, bon, peut-être c'est déjà une bonne chose. C'est déjà bien, mais pas encore assez intéressant. OK? Sinon, le prix idéal, c'est une centaine d'euros. Et quand je dis idéal, ça c'est pour moi. Vous pouvez choisir autre chose. Mais ça reste une compagnie en croissance. Malgré les ralentissements attendus, ça reste une compagnie en croissance. Dites-vous qu'elle a gagné beaucoup d'argent pendant la période de la pandémie. Et généralement, quand la normalisation ici a ce genre d'effet. OK? Parce que les gens oublient très, très vite. On oublie très, très rapidement. Donc, il est tout à fait normal d'avoir un ralentissement. Et si vous posez la question, il faut comparer les bénéfices nets de 2019 à ceux de 2023. Et il faut comparer à peu près les revenus également de cette période-là. Parce que ceux-ci, 2020, 2021 et 2022, c'est juste des bénéfices nets extraordinaires. OK, comme vous pouvez le voir ici, la moyenne ici, ce n'est pas ce que l'entreprise avait tendance à avoir. D'accord? Avant, on était aux alentours de 10% par là et on a connu une croissance de 50% parfois. Tu voyais que c'était dû à une situation exceptionnelle. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, la top newsletter, ainsi que la top note d'analyse ici, où vous avez le 50% discount qui se termine ce soir. Merci.